L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence par une photographie de famille. C'était l'anniversaire de mon beau-père. Le jour de la séance, traditionnelle photo annuelle. Ma belle-mère m'a jeté un regard noir et m'a balancé que je ne faisais même pas vraiment partie de cette famille. C'en était trop. Mon mari, feignant de n'avoir rien entendu, a continué à faire défiler l'écran de son téléphone. Je suis sortie de la maison en silence et j'ai acheté un billet de train pour rejoindre mes parents. Très bien. Tout le monde au centre. Les grands-parents au milieu. Le fils est là, belle-fille derrière. Et les enfants accroupis devant. La voix puissante du photographe résonnait dans l'immense salon où toute la famille Lefebvre s'était réunie, debout à une extrémité. Je tortillais distraitement le bord de ma robe. La photo de famille annuelle était un événement capital pour les Lefebvre. Ma belle-mère, Marguerite, était même allée chez le coiffeur pour l'occasion. Mon beau-père, Richard, avait sorti le costume bleu marine qu'il ne portait que pour les grandes célébrations. Camille, décale-toi un peu vers la gauche. Tu caches notre petite Chloé. Ma belle-mère a froncé les sourcils et m'a fait un geste de la main pour m'écarter, comme si elle chassait une mouche. Sans dire un mot. J'ai fait un demi-pas vers la gauche. Je savais déjà ce qui m'attendait. Chaque année, ma place était toujours sur le bord de l'image, comme si je faisais à peine partie du décor. Parfait. C'est très bien comme ça, a dit le photographe en ajustant son trépied. Maintenant, tout le monde sourit. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, on, instant. Ma belle-mère a soudainement levé la main, interrompant la séance. Tous, les regards se sont tournés vers elle. Après s'être raclé la gorge, elle m'a, pour regarder droit dans les yeux et a lancé d'un ton glacial que je n'étais pas de la famille, et que je ne devais donc pas figurer sur la photo. Elle m'a ordonné de m'écarter et de rester dans mon coin. Le salon a été plongé dans un silence de mort. J'ai senti le sang monter à mes joues. Un bourdonnement aigu m'a percé les oreilles. Marguerite. Et je murmurai. La voix si faible et tremblante que je la reconnaissais à peine. Mais ma belle-mère, comme si elle ne m'avait pas entendue. C'est de nouveau adressé au photography. Monsieur, prenez seulement la famille Lefebvre. Nous n'avons pas besoin d'elle. J'ai tourné la tête pour regarder mon mari. Julien, il gardait la tête baissée, sur l'écran de son téléphone, comme s'il n'avait pas entendu un traître mot. Ma belle-sœur, Chloé, esquissait un léger sourire moqueur. Et mon beau-père. Après, m'avoir regardé du coin de l'œil comme s'il allait intervenir. A simplement poussé un profond soupir. Très bien. Les mots sont sortis de ma bouche avec un calme terrifiant. Yai, retiré le gilet rouge que j'avais mis spécialement pour l'occasion. Je l'ai posé, sur une chaise, et j'ai marché directement vers l'entrée. J'ai pris mon sac et mon téléphone. Derrière moi, j'ai entendu ma belle-mère marmonner. Agacée. Enze, demandant quelle mouche m'avait piqué. Le bruit de la porte d'entrée se refermant a coupé court à ses paroles. En quittant l'allée de la maison des Lefebvre, située dans une banlieue chic de Saint-Germain-en-Laye. L'air frais de cette fin d'automne m'a fouetté le visage. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que mes joues étaient trempées de larmes. J'ai ouvert machinalement l'application de chauffeur privé. Yai, commandé un véhicule pour la gare la plus proche. Quand je suis montée, le chauffeur m'a observé dans le rétroviseur et, en silence, a augmenté le chauffage. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête en me mordant la lèvre à sang pour ne pas éclater en sanglots. Mon téléphone a commencé à vibrer. Le prénom de Julien est apparu sur l'écran. Mais j'ai éteint l'appareil et je l'ai jeté au fond de mon sac. La gare était bondée. J'ai acheté un billet pour le prochain train en direction de la ville de mes parents, à Orléans. En attendant, j'ai rallumé mon téléphone. J'avais plus de 20 messages.
La plupart venaient de Julien, me demandant où j'étais. Mais, disant que les photos étaient terminées, de revenir et d'arrêter de me comporter comme une folle. Le message le plus récent était un message vocal de ma belle-mère. Je l'ai écouté. Sa voix stridente a jailli du haut-parleur avec une telle force que plusieurs personnes autour de moi ont tourné la tête. Elle me demandait ce que je fabriquais, hurlant que si je partais, personne ne serait là pour préparer le bœuf bourguignon pour 6 personnes. Et me rappelant que c'était l'anniversaire de mon beau-père. J'ai fixé l'écran sans la moindre expression. Puis, soudain, j'ai éclaté de rire. Un rire qui s'est très vite transformé en un nouveau torrent de larmes. Ah, final. C'était ma seule valeur à leurs yeux. Une cuisinière bénévole. Une assistante. Une femme de ménage. Mais jamais un membre de leur famille. Les doigts tremblants de rage. J'ai tapé ma réponse. Je lui ai écrit qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui avaient faim n'avaient qu'à se faire à manger eux-mêmes. C'était terminé. Je refusais de continuer à être la bonne de qui que ce soit. J'ai envoyé le message. Je l'ai bloqué. Et j'ai éteint le téléphone. Tout s'est passé en quelques secondes. Dans les haut-parleurs, on annonçait le départ de mon train. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers le quai sans me retourner. Mais 3 années de calvaire dans cette maison venaient de s'achever. La phrase de Marguerite avait été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, détruisant le moindre espoir que je nourrissais encore pour mon mariage. Et le silence lâche de Julien m'avait blessé plus profondément que n'importe quelle insulte. Le train filait à toute allure, le paysage se brouillant derrière la vitre. Yai essuyait mes larmes et, en regardant mes yeux gonflés se refléter dans le carreau, je me suis fait une promesse. Cette fois, je ne ferai pas marche arrière si, facilement. Camille, ma chérie, que fais-tu ici à cette heure? Quand la porte s'est ouverte, ma mère, Suzanne, lavait le sol de l'entrée. La serpillière lui a échappé des mains et l'eau a éclaboussé ses chaussons. J'ai essayé de parler, mais une boule dans ma gorge m'a laissé sans voix. J'ai à peine murmuré son prénom que les larmes ont recommencé à couler. Ma mère a couru vers moi et m'a serré de toutes ses forces. L'odeur familière de son adoucissant m'a enveloppée et j'ai pleuré, à chaudes larmes pendant un long moment, comme une petite fille perdue. Elle m'a caressé le dos, la voix tremblante, me demandant si Julien m'avait fait du mal. Mon père, David, est sorti précipitamment de son bureau, ses lunettes de travers. Il a demandé ce qu'il se passait. Je n'ai pu que secouer la tête. J'étais incapable d'aligner 2 mots entre mes sanglots. Ma mère m'a fait asseoir sur le canapé et a glissé une tasse de thé chaud entre mes mains. Je l'ai tenue à 2 mains et, en voyant le liquide trembler au rythme de mon pulse, j'ai fini par me calmer un peu. J'ai trouvé la force de leur raconter. Je leur ai dit que sa mère m'avait interdit d'être sur la photo de famille parce que je n'en faisais pas partie. Et que Julien avait fait comme s'il n'avait rien entendu. Le visage de mon père est devenu rouge de colère à la seconde même. Il a frappé la table basse du poing, les traitant de misérables. Ma mère m'a caressé les cheveux, les yeux rougis. Et m'a demandé si j'avais mangé, proposant de me réchauffer un bon bouillon de volaille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais même pas déjeuné. Mon estomac était complètement vide et me brûlait, même si je ne ressentais pas là, à moindre faim. Au moment où j'allais refuser, la sonnette a retenti. Nous avons, tous les 3, regardé vers la porte d'entrée. Mon père s'est levé d'un bond et a ouvert d'un coup sec. David a lancé la voix de Julien depuis le perron. Camille est ici. N'est-ce pas? Je suis venue la chercher. Mon père a bloqué l'entrée de tout son corps. Refusant de bouger d'un centimètre, il lui a demandé où il comptait l'emmener. Si c'était pour là, ramener dans une maison où l'on traitait sa fille comme une parfaite inconnue. Julien a essayé de forcer le passage,
demandant à mon père de ne pas s'énerver, pour ce qu'il appelait un petit malentendu. La voix de mon père était basse. Mais chaque mot tranchait comme une lame. Et Elvo lui a fait remarquer que sa fille rentrait à la maison en pleurant à fendre. L'âme, et que lui osait appeler ça un petit malentendu, Julien a tout de même réussi à se glisser dans le salon. En voyant mes yeux gonflés, son visage s'est durci un instant. Il portait le manteau gris foncé que je lui avais offert pour Noël l'année précédente. Ses cheveux étaient parfaitement peignés en arrière. Pas une mèche ne dépassait. Il sentait ce parfum hors de prix que sa mère, lui, achetait toujours. Il s'est approché et a essayé de me prendre la main. Mais, disant de rentrer à la maison, j'ai retiré ma main brusquement. Je lui ai dit que ça suffisait. Qu'il savait parfaitement comment était sa mère. Julien a soupiré et m'a regardé comme on essaie de calmer une enfant capricieuse. Il m'a assuré que ce n'était pas si grave, que ce n'était qu'une stupide photo de famille. Je l'ai dévisagé pendant quelques secondes et j'ai laissé échapper un rire sec. Je lui ai demandé si, en 3 ans de mariage, j'avais un jour été bien sur une de ces photos. Il est resté muet. J'ai commencé à compter sur mes doigts. La première année. On m'a relégué dans le coin le plus sombre, parce que ma robe n'allait pas avec les couleurs de la photo. Et on voyait à peine mon visage. La deuxième année, on a prétendu que j'étais mal coiffée et on m'a envoyé en cuisine chercher les amuse-bouches juste au moment du flash. Et cette année, on me traite carrément d'étrangère. Julien a froncé les sourcils. C'est étonnant que je retienne toutes ces bêtises. Des bêtises. J'ai bondi du canapé et j'ai reposé ma tasse si fort sur la table que le bruit a résonné dans toute la pièce. Je lui ai rappelé que pour l'anniversaire de sa mère, je passais 3 jours d'affilée au fourneau pour préparer un festin pour toute la famille. Mais que pour l'anniversaire de mon propre père, il n'y avait même pas une part de gâteau. Je lui ai rappelé le jour où sa sœur avait eu une soudaine envie de sushi à 21h. Alors que je rentrais tout juste du travail et que j'avais dû courir au supermarché pour la satisfaire, le visage de Julien a changé de couleur. Il m'a ordonné de me calmer. Je suis parfaitement calme, lui ai-je répondu. La voix étonnamment ferme. J'ai lui ai donné 2 options. Soit nous déménagions pour vivre seuls, soit nous divorcions. Le salon a été plongé dans un silence absolu. Ma mère a retenu son souffle. Mon père s'est redressé lentement. Julien m'a regardé comme si j'étais devenue une étrangère. Il m'a demandé si j'avais perdu l'esprit, si je voulais vraiment divorcer pour une simple photo. J'ai secoué la tête. Je lui ai expliqué que ce n'était pas pour la photo, mais pour ces 3 dernières années, pour chaque jour où sa famille m'avait traitée comme une femme de ménage, comme une moins que rien. Julien a ricané. Il a osé me demander si j'avais oublié qui avait payé l'apport de notre appartement, qui avait trouvé le stage d'été de mon petit frère. M'accusant de prendre des grands airs, mon père s'est interposé. Il a dit à Julien de surveiller son langage. Julien lui a répondu de ne pas se mêler de notre mariage. Avant d'adoucir le ton pour me demander de rentrer à la maison et de faire comme si de rien n'était, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que je ne reviendrais pas. À moins qu'il ne me promette que nous irions vivre seuls. Le visage de Julien perdut toute couleur. Il a affirmé que c'était impossible, que la santé de sa mère déclinait et que quelqu'un devait s'occuper d'elle. Alors, nous divorçons. Ai-je lâché avec un calme absolu. Soudain, Julien a explosé. D'un revers de main, il a balayé tout ce qui se trouvait sur la table basse. La corbeille à fruits a volé à travers la pièce, les pommes et les oranges roulant sur le parquet, pendant que le verre se fracassait. Il m'a pointé du doigt en hurlant, me demandant ce que je comptais, devenir si nous divorcions. Et qui voudrait se marier avec une femme divorcée. Mon père l'a attrapé par le col de sa chemise et lui a hurlé de dégager de chez lui à l'instant. Julien a repoussé sa main avec violence, a réajusté son manteau et m'a lancé que c'était très bien, mais qu'il ne faudrait pas venir pleurer.
pour le supplier plus tard. Il est sorti furieux, claquant la porte avec une telle force qu'un tableau accroché au mur a vibré avant de s'écraser au sol. Je me suis laissée tomber sur le canapé, tremblante de la tête aux pieds. Ma mère m'a entouré les épaules d'un bras protecteur, me murmurant de me tranquilliser et m'assurant qu'ils étaient de mon côté. Mon père a ramassé le tableau brisé. Après un long silence, il a prononcé avec fermeté que je devais divorcer, que je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette maison. Yelai, regardez, dans ses yeux, il y avait une détermination féroce que je ne lui avais et jamais connue. Cette nuit-là, allongée dans mon ancienne chambre d'adolescente, je contemplais les étoiles phosphorescentes collées au plafond, les mêmes que j'avais installées quand j'étais au lycée. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma collègue de travail, Juliette, qui me demandait si je pouvais venir au bureau le lendemain. Elle m'expliquait que Marc-Antoine, le directeur général adjoint de notre division, avait reparlé du projet d'expansion en Asie-Pacifique, qu'elle pensait que c'était ma chance. En lisant cela, je me suis souvenu du dîner d'entreprise d'il y a 3 mois. Marc-Antoine Delorme avait parlé de s'étendre sur le marché de Singapour. J'avais passé une semaine entière, sans dormir, à préparer une proposition complète. Mais au final, ma responsable d'équipe, Valérie, s'était approprié tout le mérite. Je lui ai demandé de quel projet elle parlait. Juliette répondu que c'était celui de l'Alliance sur les énergies renouvelables. Que Valérie avait tout gâché et que la direction était furieuse. Il cherchait un nouveau chef de projet. Les messages de Juliette n'arrêtaient pas de tomber. Elle a ajouté que Julien avait appelé l'accueil pour demander après moi et qu'il n'avait pas l'air aimable du tout. J'ai laissé échapper un rire ironique, lui répondant que ce n'était rien de grave et qu'on se verrait le lendemain. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et je me suis approchée de la fenêtre. La lumière de la lune traversait les branches du vieux chêne du jardin, 3 ans plus tôt, par une nuit de pleine lune identique. Julien avait attendu des heures en bas de mon appartement, avec un thermos de thé au miel et au citron, simplement parce que j'avais attrapé un rhume. À cette époque, il était attentionné et tendre. La première fois que j'étais allée chez ses parents, j'étais si nerveuse que j'avais renversé un verre d'eau. Il avait pris la faute sur lui et m'avait défendu. Quand est-ce qu'il avait commencé à changer? Être le jour de notre mariage. Quand on m'avait obligée à porter la robe choisie par sa mère. Une coupe qui ne m'allait pas du tout. Ou être au retour de notre voyage de noces. Quand j'avais découvert que sa mère, sous prétexte de nous aider, avait redécoré notre chambre à son goût, allant jusqu'à réorganiser le tiroir où je rangeais mes sous-vêtements. J'ai secoué la tête et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai ouvert le brouillon du projet que Valérie m'avait volé. C'est là que j'ai compris. C'était mon opportunité. L'occasion de reprendre le contrôle de ma propre vie. Le lendemain matin, j'ai enfilé, pour la première fois depuis une éternité, un élégant tailleur pantalon à la coupe impeccable. Chez les Lefebvre, ma belle-mère les avait pratiquement bannis, prétendant que cela me donnait l'air d'un homme, et m'obligeant à porter des robes à fleurs avec des froufrous. Mon reflet dans le miroir semblait beaucoup plus vivant. Malgré mes légères cernes, mon père s'est proposé de m'emmener, faisant teinter ses clés de voiture dans l'entrée, ajoutant qu'on en profiterait pour me faire changer de numéro de téléphone. Pendant le trajet, il est resté silencieux. Ce n'est que lorsque la tour de bureau du quartier de la Défense est apparue devant nous qu'il a pris la parole, me disant que tout ce qu'il voulait, c'était me voir heureuse. J'ai senti une boule dans ma gorge, et j'ai hoché la tête. Dès que je suis entrée dans le vaste hall de l'entreprise, Juliette a couru vers moi, affolée, me disant que Julien n'avait pas arrêté d'appeler la veille et que le standard était saturé. Je lui ai répondu avec naturel que ce n'était rien d'extraordinaire, que j'allais demander le divorce. J'ai remarqué que plusieurs
collègue tournait la tête en m'entendant. Les yeux de Juliette se sont écarquillés. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Valérie est apparue, faisant claquer ses talons sur le sol. Elle m'a annoncé que le directeur général adjoint voulait me voir, me toisant de la tête aux pieds. Elle m'a conseillé de me préparer, car le projet Asie-Pacifique était sur le point d'être annulé et les pertes étaient astronomiques. Je l'ai regardé avec la plus grande sérénité. Je lui ai glissé que j'avais pourtant entendu dire que quelqu'un avait falsifié les statistiques et que notre partenaire remettait en question notre crédibilité. Le visage de Valérie s'est crispé. Elle a bafouillé, me demandant quelle bêtise je racontais. Je suis passé à côté d'elle sans ajouter un mot et j'ai marché droit vers le bureau de la direction. Quand j'ai frappé à la porte vitrée, j'avais les paumes moites. Mais en me rappelant le visage déformé par la fureur de Julien la veille, une vague de courage a parcouru tout mon corps. Le pire scénario possible était d'être divorcée et au chômage. Je ne pouvais pas tomber plus bas. La voix de Marc-Antoine Delorme a retenti de l'intérieur, m'invitant à entrer. Quand j'ai poussé la porte, il examinait des documents. Il a levé les yeux un instant et m'a désigné la chaise face à son imposant bureau en acajou. Il m'a demandé d'emblée si tout allait bien chez moi. J'ai répondu par l'affirmative, m'asseyant le dos bien droit. Il m'a demandé sans détour ce que je savais du projet d'expansion en Asie-Pacifique. J'ai pris une grande inspiration. J'ai répondu que je savais tout, puisque j'avais rédigé la proposition initiale avant que Valérie, la chef d'équipe, n'y apporte des modifications. Marc-Antoine a haussé un sourcil, me demandant alors pourquoi notre partenaire remettait en cause les projections. Yelai, de regarder droit dans les yeux, et je lui ai révélé que Valérie avait altéré l'indice d'efficacité énergétique du 3e trimestre. La donnée d'origine était de 0,78. Mais elle l'avait modifié à 0,85. Un chiffre qui n'avait absolument aucun sens dans ce secteur. Marc-Antoine a refermé son dossier d'un coup sec, me demandant comment je savais. Tila. Je lui ai expliqué que j'avais passé 4 mois à étudier le marché. Yai sortit une clé USB de mon sac, lui assurant que toute la documentation originale et les vrais chiffres s'y trouvaient. Il a pris la clé et l'a branchée sur son ordinateur. Quelques minutes plus tard, il a levé les yeux vers moi. Il m'a demandé si j'étais capable de sauver le projet, s'il m'en confiait la direction. Mon cœur battait à tout rompre. Je lui ai répondu avec franchise que je pouvais le sauver à 70%, et que les 30% restants dépendraient du soutien que l'entreprise serait prête à m'accorder. Marc-Antoine a souri, m'annonçant qu'à partir d'aujourd'hui, ce projet était le mien. Keché lui ferait mon rapport directement et que je n'aurais plus affaire à Valérie. Quand je suis sortie de son bureau, j'avais les jambes qui tremblaient. Juliette m'a fait un discret signe de victoire avec le pouce. Valérie m'observait de loin, le visage livide. Mon nouveau téléphone a vibré. J'avais déjà transféré tous mes contacts. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité quelques secondes, avant de décrocher. Julien a hurlé à l'autre bout du fil, me demandant comment j'osais ignorer ces apples. Il m'a ordonné de rentrer à la maison pour préparer le dîner parce que les cousins de sa mère venaient manger ce soir-là. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur où s'affichaient les dossiers du projet que je venais de récupérer, et j'ai commencé à rire. Je lui ai répondu que sa mère avait oublié de lui préciser une chose. Les étrangères n'ont aucune obligation de cuisiner pour sa famille. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Pendant les 3 jours qui ont suivi, je me suis enfermée dans une chambre d'hôtel près du bureau de la Défense. La journée, j'enchaînais les visioconférences et les négociations. La nuit, je révisais toute l'architecture du projet. La position de notre partenaire à Singapour était intraitable. Chaque minute comptait. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. C'était un email de Julien. Il m'écrivait que si je continuais à faire l'enfant, notre mariage était terminé.
Je l'ai lu du coin de l'œil et j'ai posé le téléphone face contre le bureau. Sur l'écran, les chiffres du rapport continuaient de défiler. Je me suis massé les tempes. Après 3 nuits blanches, j'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Juliette a frappé doucement à la porte restée, ouverte, et est entrée avec 2 cafés glacés. Elle m'a annoncé que Marc-Antoine venait de s'enquérir de l'avancement du projet. J'ai pris le café. Le liquide, amer, a coulé dans ma gorge, me redonnant un peu d'énergie. Juliette a hésité, quelques secondes avant d'ajouter que Julien avait de nouveau appelé l'accueil, et qu'il avait menacé de porter plainte pour abandon de domicile conjugal si je ne rentrais pas. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Puis j'ai éclaté de rire. Abandonné. Domicile. Pendant 3 ans, l'intégralité de mon salaire était engloutie dans les charges de cette maison et après de longues journées de travail. Je rentrais pour faire le ménage et la cuisine jusqu'à l'épuisement. Lui ne savait même pas dans quel tiroir étaient rangées ses propres chaussettes. Et maintenant, il osait parler d'abandon. Juliette m'observait avec inquiétude. Je me suis tournée vers mon écran. En regard fixé sur le curseur qui clignotait dans une cellule du tableur. Je lui ai dit que j'allais d'abord terminer ce projet. Et qu'ensuite, je divorcerais. Prononcer ces 2 mots à voix haute m'a fait l'effet d'une main invisible, broyant mon cœur. Mais juste après, j'ai ressenti un incroyable sentiment de liberté. Comme si je venais de lâcher un rocher immense que j'avais porté sur des kilomètres. Les yeux de Juliette se sont écarquillés, me demandant si j'étais vraiment décidée. J'ai regardé mon reflet dans le café sombre. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi ma belle-mère me traitait d'étrangère. Juliette a secoué la petite tête. Je lui ai expliqué que l'appartement était uniquement au nom de Julien. Bien que mes parents aient payé la moitié de l'apport, sa mère gérait tout, l'argent depuis notre mariage. Et elle avait même accès au compte sur lequel mon salaire était versé. Je n'ai pas pu continuer. J'ai secoué la tête, lui disant que ça n'en valait plus la peine. Et je lui ai demandé de m'aider à revérifier les chiffres. Nous avons travaillé jusque tard dans la nuit, le matin du 4e jour. Au moment où je pénétrais dans le hall de la tour, j'ai entendu un vacarme indescriptible. Un attroupement s'était formé près des portiques de sécurité. Soudain, une voix familière m'a glacé le sang. Ma belle-mère, Marguerite, hurlait à travers tout le hall que j'étais une profiteuse sans honte, que j'avais abandonné mon mari malade et que je couchais avec n'importe qui. Elle annonçait qu'elle allait régler son compte à cette dévergondée. Le bruit de mes talons a résonné sur le marbre. Tous les regards se sont tournés vers moi. Marguerite portait un tailleur pantalon bordeaux. Ses cheveux étaient cartonnés par la laque. Ses lèvres peintes d'un rouge agressif. À ses côtés tenait ma belle-sœur, Chloé, qui a discrètement tiré sur la manche de sa mère en me voyant. Marguerite a foncé droit sur moi, la main levée, prête à me gifler. J'ai fait un pas en arrière. Un agent de sécurité à la carrure imposante s'est immédiatement interposé. Tout le hall observait la scène. Certains avaient déjà sorti leur téléphone pour filmer. J'ai tenté de garder mon calme, malgré le léger tremblement de mes mains, tandis que l'agent priait Madame Lefebvre de se calmer, car nous étions sur un lieu de travail. Marguerite s'est débattue, me pointant du doigt, vociférant que son Julien avait près de 40 de fièvre depuis 3 jours et que je n'avais même pas daigné passer un coup de téléphone, que je ne faisais ni à manger ni le ménage. Chloé est intervenue, me demandant comment je pouvais faire une chose pareille, soulignant que sa mère avait dû conduire jusqu'à Paris pour venir me chercher. J'ai pris une grande inspiration. Je sentais les regards peser sur moi comme des aiguilles. C'est alors que le carillon de l'ascenseur a retenti. Les portes sont ouvertes pour laisser sortir Marc-Antoine Delorme, qui a froncé les sourcils devant le chaos. Marguerite s'est jetée sur lui, déduisant qu'il était le directeur, et affirmant qu'elle venait dénoncer l'une de ses employées. Monsieur Delorme, l'ai-je interrompu d'une voix forte et claire. C'est moi,
Belle-mère. C'est un problème d'ordre privé et je vais le régler immédiatement. Marc-Antoine a regardé tour à tour Marguerite et moi. Puis il a déclaré avec le plus grand des calmes de ne pas oublier la réunion de présentation de 9, et voilà. Il a ensuite fait un léger signe de tête à Marguerite, s'excusant mais précisant que nous attendions un client d'une importance capitale. Marguerite l'a regardé, complètement déconcertée, s'étonnant d'une réunion alors, qu'elle pensait que je n'étais qu'une simple secrétaire. Marc-Antoine, déjà en route vers les salles de conférence, a alors lâché la phrase qui a tout fait, basculé, déclarant que j'étais la directrice du projet d'expansion en Asie-Pacifique et l'un des atouts les plus précieux de cette entreprise. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Marguerite et Chloé sont restées, pétrifiées, la bouche entr'ouverte. J'ai profité de ce moment de stupeur pour faire sortir du bâtiment et les emmener dans un salon de thé tout proche. À peine étions-nous assises que ma belle-mère a frappé la table de la paume de la main. Elle m'a reproché de cacher ma promotion et mon nouveau salaire à ma propre famille. Je l'ai regardée fixement, lui faisant remarquer qu'elle était venue sur mon lieu de travail pour faire un scandale dans l'unique but de me faire licencier. Elle est restée muette un instant, avant de reprendre de plus belle. Mais, demandant qui m'avait dit de ne pas rentrer à la maison, et me rappelant que notre Julien était malade, je l'ai fixé avec froideur, lui demandant s'il risquait de mourir d'une simple fièvre, et soulignant que pendant 3 ans j'avais été la servante de son fils. Alors que je voulais juste me concentrer quelques jours sur ma carrière, Chloé s'est empressée d'intervenir, me faisant la leçon sur le fait qu'une fois mariée, une femme devait faire passer sa famille avant tout le reste. Je me suis tournée vers elle, lui demandant pourquoi, avec son diplôme universitaire, elle ne cherchait pas de travail au lieu de passer ses journées devant des séries à faire du shopping en ligne. Le visage de Chloé est devenu écarlate. Marguerite a frappé la table, décrétant que la discussion était close et que je devais rentrer avec elle sur le champ. Elle a ajouté que Julien m'avait donné 3 jours, et que passé ce délai, il demanderait le divorce. À ce moment précis, le serveur est arrivé avec nos cafés. En entendant le mot divorce, sa main a tremblé, et les tasses en porcelaine se sont heurtées. J'ai attendu qu'il s'éloigne avant de répondre qu'il fasse ce qu'il veut. Elles m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. Marguerite a soudainement baissé la voix, me demandant ce que je deviendrais si je divorçais. Et qui voudrait d'une femme d'occasion. Je me suis levée. J'ai pris mon sac, et je leur ai répondu que je trouverais quelqu'un de bien meilleur qu'une famille qui m'avait traitée comme une domestique gratuite. Je les ai prévenues que j'avais, après une réunion, et que si elles osaient revenir sur mon lieu de travail, je n'aurais d'autre choix que d'appeler la police. En sortant du salon de thé, la lumière crue du matin m'a fait plisser les yeux. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dernier email de Julien. Mon doigt est resté suspendu quelques secondes au-dessus de l'écran. Puis j'ai écrit « Prépare les papiers du divorce et demande à ton avocat de me les envoyer. » J'ai appuyé sur la touche « Envoi ». J'ai poussé un long soupir. J'ai eu l'impression que des chaînes invisibles venaient de se briser autour de mes poignets. À mon retour au bureau, les regards étaient pesants. Juliette a couru vers moi, s'exclamant que ma belle-mère faisait froid dans le dos et que le directeur et général adjoint l'avaient questionnée, sans qu'elle sache quoi répondre. Je lui ai demandé où il était. Il se trouvait dans la salle du conseil avec les clients malaisiens. Sans un mot de plus, j'ai marché droit vers la salle du conseil. J'ai frappé, doucement. En ouvrant la porte, j'ai vu Marc-Antoine et plusieurs cadres en costume débattre autour de la table. J'ai pris une grande inspiration, m'excusant pour l'interruption, et expliquant que je tenais à clarifier l'incident de ce matin dans le hall. Marc-Antoine a haussé un sourcil. Mais, rappelant que nous étions en pleine réunion, j'ai insisté, précisant que je traversais une procédure de divorce difficile, m'excusant que ma vie privée perturbait l'environnement de l'entreprise, mais garantissant que cela
n'impacterait en rien les résultats du projet. La salle est restée parfaitement silencieuse. L'un des cadres malaisiens a demandé en anglais si j'étais bien la directrice du projet. Marc-Antoine a acquiescé, vantant mes compétences. Le cadre m'a jaugé du regard, appréciant ouvertement les responsables capables de maintenir un tel équilibre entre une crise personnelle et leurs obligations professionnelles. Il a ensuite demandé mon avis sur la clause de transfert technologique qu'ils étaient en train de débattre. Marc-Antoine m'a désigné une chaise. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai totalement oublié le scandale du matin, m'immergeant dans la négociation. Et fin de la réunion. Le cadre malaisien a été le premier à me serrer la main. Espérant que nous ferions de bonnes affaires ensemble, une fois les clients partis, Marc-Antoine m'a retenu pour me demander si j'allais bien. J'ai souri avec effort. Il a gardé le silence un instant. Puis, m'a confié qu'il était lui aussi passé par un divorce très compliqué et que son ex-femme était partie s'installer à l'étranger avec leur fils. Surpris. Yenai, pas su quoi répondre. Il m'a tendu une élégante carte de visite en m'assurant que cet avocat était l'un des meilleurs de Paris et que je devais l'appeler si besoin. Les larmes sont montées aux yeux en le remerciant. De retour à mon bureau. L'écran de mon téléphone s'est de nouveau allumé. C'était un autre email de Julien, qui me demandait si j'allais vraiment détruire notre mariage pour une stupide photo. J'ai fixé le message. Yoi, repensé à ces 3 dernières années, aux factures du supermarché que sa mère épluchait pour vérifier mes dépenses. Au jour où Julien avait laissé sa sœur ruiner mon maquillage hors de prix, ou à ce soir où toute la famille était allée dîner au restaurant sans me laisser la moindre part de repas à la maison. Mais le pire souvenir remontait au mois précédent. J'avais été admise aux urgences pour une gastro-entérite aiguë. La première réaction de ma belle-mère avait été de se demander comment nous allions payer les mensualités du crédit. Julien n'était resté que 10 minutes à l'hôpital avant de prétexter devoir retourner travailler. Finalement, c'était Juliette qui m'avait apporté des vêtements propres. J'ai pris une grande inspiration et j'ai lentement tapé ma réponse. Ce n'était pas pour la photo, mais pour chacun des jours de ces 3 dernières années, j'ai envoyé le message. J'ai rouvert mon ordinateur et j'ai continué à travailler sur le calendrier du projet. À la fin de la journée, Juliette est apparue près de mon bureau. Elle m'a annoncé avec enthousiasme que Valérie était folle de rage, car Marc-Antoine m'avait félicité devant toute l'équipe de direction. Elle a ensuite baissé la voix, m'informant que Julien avait encore appelé l'accueil pour me donner un ultimatum de 3 jours, avant de déposer lui-même une requête en divorce. Yai, fermer la fermeture éclair de mon sac, lui répondant que je n'avais pas besoin de 3 jours pour lui donner ma réponse. En sortant de la tour, la brise du soir a apaisé ma fatigue. J'ai composé le numéro de Julien. Sa voix semblait pleine d'espoir lorsqu'il m'a demandé si j'avais changé d'avis. Avec un calme olympien, je lui ai annoncé que nous allions divorcer. Le silence s'est étiré. Puis je l'ai entendu serrer les dents, m'ordonnant de ne surtout pas oser le regretter. J'ai raccroché. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne de Paris. 3 ans auparavant. Mary. Quand nous avions échangé nos consentements, jamais je n'aurais imaginé qu'un tel jour arriverait. Mais curieusement, je n'avais aucune envie de pleurer. J'éprouvais un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis bien longtemps. Quand le partenaire singapourien a paraphé la dernière page du contrat, Yavais, les paumes trempées de sueur, Marc-Antoine a serré la main de notre interlocuteur, puis s'est tourné vers moi, et me félicitant pour cet excellent travail. Toute la salle a applaudi. J'ai enfin pu relâcher mes épaules. Crispé, depuis des semaines, ce projet de 22 millions d'euros était le plus important de toute ma carrière. J'ai partagé le mérite avec l'équipe, évitant soigneusement de croiser le regard sombre de Valérie. Dans le couloir, Juliette m'a sauté au cou. 22 millions d'euros. Elle soulignait le regard admiratif du directeur général, adjoint. J'ai souri en la repoussant doucement.
Mais je n'ai pas pu m'empêcher de rayonner. Cela faisait 3 ans que je ne m'étais pas sentie aussi valorisée. Après mon mariage, mon énergie avait été aspirée par la famille, Lefebvre. Et ma carrière n'était plus qu'une question de survie. Aujourd'hui, j'avais le sentiment d'avoir retrouvé la Camille que ses professeurs considéraient comme la plus prometteuse de sa promotion. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Julien. Ma mère est hospitalisée. Hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Service cardiologie. Viens tout de suite. Yaï, fronçait les sourcils. Après des jours de silence, son premier contact était de nouveau, un ordre. J'ai demandé ce qu'elle avait. La réponse est tombée. Pic de tension. Vertige et vomissement. Elle devait rester en observation. Etier, il devait venir la veiller parce qu'il devait travailler. J'ai laissé échapper un rire incrédule. L'homme qui n'avait pas daigné m'apporter un verre d'eau quand j'étais à l'hôpital s'attendait maintenant à ce que je joue les infirmières. Juliette a lu par-dessus mon épaule, et non, revenez pas. J'ai rangé le téléphone. Comprenant que jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, ils attendaient de moi que je sois leur corvéable à merci. Yoï, demandez à Juliette de prévenir Marc-Antoine que je prenais mon après-midi pour aller à l'hôpital, mais que je me reconnecterai plus tard pour travailler. L'ascenseur de l'hôpital était bondé. Le mélange d'odeurs de désinfectant et de corps m'a soulevé le cœur. Dans le couloir, j'ai aperçu Julien de loin. Il était appuyé près du poste de soins, en train de jouer sur son téléphone. Je me suis approchée pour prendre des nouvelles de sa mère. Il a levé les yeux, surpris de me voir, m'indiquant sa chambre et m'annonçant qu'il retournait au bureau. Je l'ai arrêté. Je lui ai précisé que j'avais pris ma demi-journée, mais que je devais travailler ensuite. Julien a froncé les sourcils, s'indignant que mon petit boulot soit plus important que sa mère à l'hôpital. Je l'ai regardé, fixement, lui demandant qui me ferait vivre si j'arrêtais de travailler. Et Louis, rappelant que sa mère détenait toujours la carte bancaire du compte où mon salaire était versé. Son visage a rougi. Et il m'a conseillé de surveiller mes paroles parce que sa mère était très fragile. J'ai poussé la porte de la chambre. Marguerite était assise dans son lit, train de donner des ordres à mon beau-père pour qu'il lui épluche une pomme. C'est plaignant qu'il faisait des épluchures trop épaisses. En me voyant, elle s'est plainte de sa migraine, avant de me lancer que son hospitalisation était entièrement de ma faute. À cause de cette histoire absurde de divorce, j'ai posé mon sac et j'ai pris la carafe d'eau pour aller la remplir dans le couloir. J'ai pris de profondes inspirations. Parler avec ma belle-mère. C'était comme marcher sur un fil tendu, au distributeur d'eau. Mon téléphone a vibré. C'était un message automatique de ma banque. La carte bancaire de notre compte, joint, venait d'être bloquée par le titulaire principal. Je suis restée figée. Une forte oppression dans la poitrine. C'était sur ce compte que mon salaire tombait. Et avec lui que je payais toutes les charges. Julien en était le titulaire principal. Il n'avait pas traîné. Pourtant, je n'ai pas cédé à la panique. Ces 6 derniers mois, j'avais discrètement ouvert un compte personnel dans une autre banque, y virant chaque mois une petite somme pour me constituer une épargne de précaution. De plus, avec ma prime sur le projet de ce mois-ci, je pouvais tenir quelque temps. De retour dans la chambre, Marguerite exigeait que je lui apporte de la nourriture cuisinée maison dès le lendemain. J'ai posé la carafe, lui expliquant que j'étais submergée de travail et que je n'aurais pas le temps. Elle a hurlé, me demandant s'il y avait quelque chose de plus important que de prendre soin de sa famille. Je lui ai répondu avec un calme olympien que l'hôpital proposait des repas équilibrés, ou qu'elle n'avait qu'à demander à Chloé. Le visage de Marguerite s'est décomposé. Elle a attrapé la boîte de mouchoirs, près de son lit, et me l'a jetée à la figure, en hurlant de dégager. La boîte a frôlé mon épaule. Une infirmière est intervenue en trombe, réclamant le calme. Je lui ai jeté un regard poli. J'ai souhaité un bon repos à Marguerite. Et je
Suis sortie. Mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur, mais un immense sentiment de liberté. Pour la première fois, j'avais réussi à dire « non ». Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, une main les a bloquées. Homme grand en blouse blanche est entré précipitamment. J'ai levé les yeux. C'était Hugo Laurent, un ancien camarade de lycée. Il m'a reconnu avec un grand sourire sous sa blouse. Il portait une chemise bleue impeccable et une cravate argentée. Je lui ai demandé s'il travaillait ici. Il a souri, m'expliquant qu'il avait fait un double cursus en médecine et en droit, et qu'aujourd'hui, il était avocat spécialisé en responsabilité médicale et droit de la famille. Tout en effectuant encore des consultations cliniques 2 jours par semaine. Il m'a proposé de prendre un café. Et nous sommes allés à la cafétéria de l'hôpital. Il m'a tendu un café glacé à la vanille. Et se souvenant que c'était mon préféré au lycée. Étonné. Je lui ai demandé comment il s'en souvenait. Il a évoqué la fois où j'avais failli m'évanouir lors d'une course d'athlétisme et qu'il m'avait porté à l'infirmerie. Le souvenir m'est revenu. Hugo était le président des élèves. Le sportif par excellence. Il m'a interrogé sur ma vie, mentionnant qu'il avait su pour mon mariage. Je lui ai avoué que j'étais en pleine procédure de divorce. Hugo a haussé un sourcil, me tendant une élégante carte de visite en lettres dorées. Il m'a précisé qu'il gérait également des divorces complexes avec des enjeux patrimoniaux importants, et m'a invité à l'appeler. Je l'ai soigneusement rangé dans mon sac, certaine que j'allais en avoir besoin. Son téléphone a sonné pour une urgence, et il a dû me laisser rester seul. Consulter mes messages. Plusieurs venaient de Julien, me reprochant d'avoir fait monter la tension de sa mère, se vantant d'avoir bloqué la carte du compte joint, et m'ordonnant de venir le soir même. Le dernier message, reçu 1 heure plus tôt. Tu me menaçais de débarquer à mon bureau si je ne répondais pas. J'allais répondre quand Marc-Antoine m'a appelé. Le client malaisien nous recommandait à un partenaire de Singapour. Très intéressé par notre plan, il m'a annoncé qu'il voulait une visioconférence la semaine prochaine et que la direction souhaitait que je supervise l'implémentation. J'ai accepté avec enthousiasme. Il a ajouté que le comité de direction avait validé une augmentation de 20% de mon salaire. En raccrochant, un sourire immense a illuminé mon visage. Cette augmentation signifiait que je pouvais enfin m'affranchir du contrôle financier des Lefebvre. Le téléphone a de nouveau vibré. C'était Julien. J'ai décroché avec une tranquillité absolue. Il a hurlé à m'en faire mal au tympan. Exigeant de savoir où j'étais. Je lui ai dit que nous devions parler de notre divorce. Je lui ai annoncé que j'avais engagé un avocat et qu'il recevrait ma proposition d'accord la semaine suivante. Le silence s'est fait. Puis je l'ai entendu grincer des dents. Yelai, remercié d'avoir bloqué la carte bancaire. Précisant que je comptais la résilier, de toute façon, sa voix s'est étranglée, devenant soudain désespérée, m'implorant de ne pas prendre de décision impulsive et de revenir aider pour sa mère, proposant même de payer la moitié pour une infirmière à domicile. Je lui ai répondu que j'avais du travail. Et j'ai raccroché. J'ai vérifié le solde de mon compte personnel. J'avais de quoi payer l'avance, des honoraires d'Hugo et la caution pour un nouvel appartement. J'ai envoyé un SMS à Hugo pour programmer une consultation. La réponse a été instantanée. Rendez-vous le lendemain à 15h à son cabinet. En sortant de l'hôpital, le soleil m'a ébloui. Les Lefebvre pensaient que me couper les vivres m'anéantirait. Ils ignoraient que depuis 3 ans, j'avais silencieusement rassemblé mes forces
De retour au bureau. Juliette m'a appris que Valérie avait été mutée dans une antenne régionale et que j'étais désormais la seule responsable du projet Asie-Pacifique. Le lendemain, avant de quitter le bureau pour mon rendez-vous, la réceptionniste m'a tendu un carton sans expéditeur. À l'intérieur, quelques vêtements, des produits de toilette, et posé au-dessus de tout. La carte bancaire bloquée de notre compte joint, sans le moindre mot. Le message était clair. J'ai jeté le carton à la poubelle, ne gardant que mes affaires. Le cabinet de maître Hugo Laurent occupait le dernier étage d'un bel immeuble, haussmannien de l'avenue Hoche. Les moulures au plafond et le parquet en point de Hongrie se mêlaient à des œuvres d'art contemporain. Une jeune assistante juridique m'a conduite au bout du couloir jusqu'à un vaste bureau où Hugo m'attendait, vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure. Il m'a fait asseoir et m'a demandé de lui raconter l'histoire depuis le début. J'ai déballé 3 années d'emprise psychologique, de violences économiques par ma belle-mère, d'indifférence de Julien, jusqu'à l'incident de la photo. Ma voix s'est brisée. Hugo n'a pas dit un mot, prenant méticuleusement des notes, avant de me tendre un mouchoir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pleurais. D'une voix posée, il m'a expliqué que ce que j'avais vécu s'inscrivait parfaitement dans un schéma de violence psychologique et économique, punissable par la loi. Il a énuméré les fautes de la famille Lefebvre, la privation de l'accès à mon salaire, l'appropriation indue des biens conjugaux, et la menace de scandale au travail pouvant justifier une ordonnance de protection. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si j'étais certaine de vouloir divorcer. J'ai regardé la lumière jouer sur la table, et j'ai hoché la tête avec certitude. Il a alors ouvert un dossier pour m'expliquer la procédure, française en cas de divorce pour faute. Je lui ai dit que je ne voulais pas un centime de leur argent, juste récupérer ce qui m'appartenait, notamment ma part de l'appartement. L'acte notarié était au nom de Julien, mais l'achat avait eu lieu après notre mariage, et mes parents avaient versé la moitié de l'apport. Hugo m'a rassuré. En France, le juge aux affaires familiales ordonne le PLE, remboursement des fonds propres injectés par le conjoint. Et à vous des mois, contribution exclusive aux charges et au travail domestique. Je pouvais parfaitement exiger une prestation compensatoire, ainsi que des dommages, intérêts pour le préjudice moral subi. Mon téléphone s'est alors mis à vibrer. C'était Marc-Antoine. Il m'a annoncé, affolé, que Julien était dans le hall 2, la tour de la Défense, et qu'il était incontrôlable. J'ai senti mon estomac se nouer. Je me suis levée précipitamment, Hugo m'a accompagné, dans sa voiture, sur le trajet vers la Défense. Mes mains moites traduisaient mon angoisse. Énergivante. Le hall était un véritable chaos. Les agents de sécurité tentaient de contenir Julien. Les yeux fous. J'ai couru vers Louis. En voyant Hugo derrière moi, son visage s'est déformé de rage. Il m'a accusé de coucher avec lui. Puis il s'est jeté sur moi, m'agrippant par le col. De mon chemisier en soie, il m'a poussé avec violence. Mon épaule a heurté violemment le mur de marbre. Des cris ont fusé. Quelqu'un a appelé la police. La voix glaciale d'Hugo a « retenti », lui ordonnant de me lâcher. Julien a tenté de lui décocher un coup de poing, hurlant que j'étais sa femme et qu'il faisait ce qu'il voulait. Hugo a esquivé le coup et a immobilisé le bras de Julien d'une clé parfaite. Julien a hurlé de douleur et m'a relâché. Des officiers de la police nationale, qui patrouillaient sur le parvis, sont arrivés en trombe. Il a fallu 3 agents pour le maîtriser et le menotter. Mon chemisier était déchiré, mes cheveux en bataille. Mais je n'éprouvais qu'une colère froide. J'ai regardé le policier qui prenait ma déposition et j'ai annoncé que je portais plainte pour violence. Julien m'a regardé depuis le sol, abasourdi. Me criant que j'étais sa femme, je lui ai répondu froidement que ça n'allait pas durer. Marc-Antoine
descendu des bureaux, que m'a conduite dans ses locaux. Accompagnée de Hugo. Après un thé vert réconfortant, j'ai annoncé à Hugo que je voulais demander une ordonnance de protection. Il a approuvé. Et grâce à ses contacts, le commissariat a traité l'affaire en urgence. Julien a été placé en garde à vue pour violence conjugale et un juge des libertés a signé une mesure d'éloignement temporaire. Le lendemain, escorté par 2 policiers et accompagné par Hugo, je me suis rendu à Saint-Germain-en-Laye pour récupérer mes effets personnels. Mon chéquier et mes documents d'identité. La maison était un capharnaüm. Chloé m'a ouvert. Machin un chewing-gum. Mais s'est ravisé en voyant les forces de à mes l'ordre. Dans la chambre, mon carnet de chèques et un collier en or massif, cadeau de ma mère, avait disparu. J'ai confronté Chloé, qui m'a répondu avec insolence. J'ai alerté les policiers qu'il s'agissait d'un vol de moyens de paiement. Chloé a blêmi et a appelé sa mère et son frère. Fraîchement sortis de garde à vue, lorsqu'ils sont arrivés, Julien a hurlé. Je lui ai réclamé mon chéquier et le collier. Marguerite a juré. C'est grand Dieu qu'il n'en voulait pas. Hugo s'est avancé. Sa voix d'une autorité implacable, prévenant que la dissimulation de biens matrimoniaux en instance de divorce constituait un délit grave et qu'une plainte pour vol allait être déposée à l'instant. Julien s'est figé. Il a fouillé la poche de sa veste et m'a jeté le chéquier au visage. Chloé, fulminante, a détaché la chaîne en or qu'elle portait au cou pour me la rendre. Me traitant de radine, j'ai vérifié mes affaires. Les policiers ont consigné l'échange. Et nous sommes partis. En sortant, Julien m'a lancé un regard noir, me demandant si ça devait vraiment se terminer ainsi. Je lui ai répondu que je voulais juste la paix. Ce à quoi il a ricané amèrement. L'air m'a paru plus léger en quittant cette banlieue chic. Le lundi suivant, lors d'une réunion stratégique matinale pour la délégation de Singapour, Marc-Antoine m'a officiellement nommée directrice des affaires internationales. Ce poste prestigieux s'accompagnait d'un véhicule de fonction. L'après-midi, même, il m'a fait descendre au parking de la direction pour me remettre les clés d'une Tesla blanche flambant neuve. Alors que nous parlions de la stratégie Asie-Pacifique dans l'habitacle de la dite voiture, j'ai aperçu Julien et Marguerite près de l'ascenseur VIP. Ils avaient réussi à déjouer la sécurité. Julien s'est approché, frappant le capot de la Quaz, Tesla, m'insultant copieusement et m'accusant de coucher avec mon patron sur le parking de l'entreprise. J'ai verrouillé les portes, le menaçant d'appeler la police pour non-respect de l'ordonnance de protection. Marguerite s'est mise à hurler. Marc-Antoine est sorti du véhicule, exigeant du respect sur une propriété privée. La situation est dégénérée quand j'ai ouvert ma portière. Marguerite a tenté de m'agripper par les cheveux. Julien a levé le poing. La sécurité de la tour, alertée par les cris, est arrivée en renfort, maîtrisant Julien tandis que Marguerite se roulait par terre en hurlant au scandale. Bouleversée, je me suis réfugiée dans les toilettes de la direction pour reprendre mes esprits. Juliette m'y a rejointe, m'annonçant qu'une vidéo de l'esclandre circulait déjà sur la messagerie interne de l'entreprise. Yoï, appelé Hugo, qui m'a rassurée. Cette vidéo était la preuve irréfutable pour transformer l'ordonnance de protection temporaire en une interdiction d'approcher permanente. De plus, il m'a appris qu'il avait reçu de manière anonyme, venant de Chloé, une photo prouvant l'infidélité de Julien, prise dans un grand hôtel parisien quelques jours seulement après sa sortie de garde. Ouais, la semaine suivante, le jour de la visite de la délégation de Singapour, je suis arrivée au bureau à l'aube, alors que je traversais le hall majestueux de la Défense. Une voix stridente a brisé le silence matinal. Marguerite fonçait vers Moi, suivie de 3 hommes équipés de caméras et de smartphones. Elle ameutait tout le hall, hurlant que je la battais
et que je trompais son fils avec un cadre supérieur. J'ai gardé mon calme, lui rappelant l'ordonnance de justice. Elle a alors plongé, la main dans son sac, et a jeté des dizaines de photos imprimées en l'air. C'était une photo de Marc-Antoine et moi dans la Tesla, sous cet angle truqué. On aurait cru que nous nous embrassions, alors qu'il s'était simplement penché, pour ramasser un dossier. Julien est apparu depuis les portes-tambours, affichant un sourire triomphant. Entouré de prétendus journalistes de la presse à scandale, mais son triomphe était de courte durée, le président-directeur général de l'entreprise est descendu, en personne dans le hall, accompagné du directeur juridique. Il a ramassé des photos, l'a regardé avec mépris, et a informé sèchement Marguerite, Julien qu'il se rendait coupable de diffamation par la diffusion d'images, tronquées, et d'intrusion sur une propriété privée, le tout en violation d'une décision de justice. Il a ordonné à la sécurité de verrouiller les portes et a fait appeler la police. Julien et Marguerite ont été menottés sous les yeux de tous. Tandis que Yemontais, la tête haute, rejoindre la délégation singapourienne. La présentation a été un immense succès. Et le contrat a été signé. Le jour de l'audience devant la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. L'atmosphère était électrique. Dans les couloirs du palais de justice, Marguerite, hors d'elle, m'a insulté devant les avocats et les passants, jusqu'à ce que Julien, blême, la tire de force dans la salle d'audience, face à la juge. Hugo Laurent a été magistral. Il a exposé les 3 années de sévices psychologiques et économiques, produisant les relevés de compte et les vidéos des agressions. Mais le coup de grâce est survenu lorsqu'il a présenté un rapport médical de l'hôpital Necker. Le document prouvait, sans l'ombre d'un doute, l'infertilité masculine absolue de Julien. Pendant 3 ans, il avait sciemment laissé sa mère m'accuser de stérilité et m'avait forcé à suivre des traitements inutiles et éprouvants, cachant sa propre condition pour me détruire, psychologiquement. Un murmure a parcouru la salle. Marguerite s'est effondrée. Mais Hugo avait encore une carte à jouer. Chloé a été appelée à la barre, d'une voix tremblante. Ma belle-sœur a confirmé sous serment l'acharnement de sa famille. Les insultes quotidiennes, l'extorsion financière et la supercherie sur la stérilité de son frère. Elle a avoué avoir dénoncé Julien parce qu'il lui avait volé l'argent de son prêt étudiant pour payer ses frasques dans des hôtels de luxe. La juge n'a pas mis longtemps à délibérer. Le divorce a été prononcé au tort, exclusif de l'époux, assorti d'une lourde prestation compensatoire en ma faveur, du remboursement intégral de mon apport financier pour l'appartement, avec intérêt, et d'une amende de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. En sortant du tribunal, une nuée de journalistes, attirés par le scandale, nous attendaient sur les marches. Marguerite s'est jetée au sol en hurlant à l'injustice. Mais Chloé a pris la parole face aux caméras, dénonçant publiquement les abus de sa propre famille et lavant définitivement mon honneur. Le soir même, alors que la presse parisienne faisait ses gros titres sur l'effondrement de la famille Lefebvre et le scandale de la fausse stérilité, Hugo m'a emmené dîner sur une péniche amarrée le long des quais de Seine, à face à la tour Eiffel scintillante. Autour d'une coupe de champagne, Marc-Antoine m'avait fait la veille une proposition incroyable. Partir diriger les opérations à Singapour pendant 6 mois. J'ai annoncé la nouvelle à Hugo. Il a posé ses couverts, m'a regardé avec une intensité troublante, et m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi. Non pas par pitié, mais par admiration pour ma force et mon courage. Bouleversé, j'ai lui ai confié que je n'étais pas prête, mais que je voulais bien qu'il vienne me rendre visite à Singapour, le lundi suivant, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, prête à embarquer. Je me suis retournée une dernière fois vers Hugo, qui m'avait accompagnée. Il me souriait avec une tendresse infinie,
Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé. Il me souhaitait un bon vol et s'excusait pour tout. J'ai souri. J'ai éteint mon téléphone et j'ai avancé vers la porte d'embarquement. À l'autre bout du monde, une nouvelle vie m'attendait. Et plus jamais personne ne prendrait le contrôle de mon destin.